Bonjour Laure Darcos et bienvenue. Merci Bonjour, d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes sénatrice LR de l'Essonne. Bonjour Laure Darcos. Avant de parler du reste de l'actualité qui est riche ce matin, j'aimerais vous entendre sur le sujet qu'on vient de voir sur la loi Pacte, qui est donc en examen au Sénat cette semaine. Est-ce que vous vous élevez, vous aussi, contre ces privatisations qui sont prévues dans ce texte, dans cette loi ? Il y en a une qui nous pose un vrai problème, c'est la privatisation de l'ADP, enfin les aéroports de Paris. Dans mon département, dans l'Essonne, on est très impacté, comme vous pouvez le penser, par Orly. Et c'est vrai que les collectivités, les maires, le département n'a pas eu assez d'assurance de la part de l'État d'avoir les mêmes réglementations si la privatisation était totale, notamment sur les problèmes de nuisances sonore. Vous imaginez, nous avons des règles pour que certains vols ne se fassent pas à telle ou telle heure, pareil le week-end. Et c'est vrai, peut-être à tort, mais on reste finalement extrêmement sous la mauvaise impression de la privatisation des autoroutes de Vinci. Nous nous battons, nous, auprès d'une association qui voudrait que le dernier tronçon de la 10 soit gratuit, parce que Dourdon, qui fait partie de notre département, ne l'est pas, et c'est juste insupportable. Et donc, voilà, nous avons cette mauvaise impression que cette privatisation totale d'ADP ne nous a pas donné de gage, en tout cas. Le gouvernement explique que ces mesures, ces privatisations sont nécessaires pour enflouer les finances publiques, surtout en ce moment. Oui, mais je veux dire, sur Engie, par exemple, ou d'autres grosses entreprises publiques, pourquoi pas? Je suis de droite et donc plutôt libérale par nature. Les aéroports de Paris, c'est quand même un service public, donc un service au public, qu'il ne faut pas oublier. Et donc, nous n'avons pas eu assez de gages de l'aide de l'État, et donc nous serons contre cette privatisation. Je pense bien évidemment l'Assemblée nationale le remettra. Donc bien évidemment, nous avons préparé aussi des amendements en ce sens, si jamais elle passait quand même, notamment que les départements et la région puissent avoir un siège au conseil d'administration des aéroports de Paris. Dans le reste de l'actualité, il y a ces déclarations cette nuit depuis l'Égypte du chef de l'État, Emmanuel Macron, qui a évoqué des phénomènes plus profonds que sa seule politique pour expliquer la crise qui secoue la France. Il a reconnu qu'il n'a pas la réponse pour en sortir. Quelle est votre réaction à ces propos du chef de l'État ? C'est un peu inquiétant, parce que je pense que, comme l'a dit Bruno Retailleau la semaine dernière, je crois, il aurait fallu peut-être qu'on parle de l'objectif à atteindre avant de se lancer dans ce grand débat. C'est sûr que le mal est plus profond. Moi, je crois qu'il faut revenir au fondamental, en fait, du début de la crise. Les Gilets jaunes, au tout début, avant que ça dégénère avec les extrêmes, avaient raison sur le pas assez grand écart entre ceux qui travaillent, qui se lèvent tous les matins pour gagner simplement le SMIC, et ceux qui vivent d'assistanat. D'ailleurs, c'est pour ça que moi j'avais été très choquée par la maladresse du président qui avait dit « je préfère taxer l'essence que le travail ». C'est, j'allais dire, une vision de Parisien. Dès que vous sortez, et même dans mon département de l'Essonne, un petit peu plus loin, les gens vont travailler avec leur voiture parce que les mobilités ne sont pas encore parfaites. Et donc, ces gens-là vont payer 300 € de plus d'essence par mois pour finalement, du coup, un écart, s'ils regardent ceux qui sont payés au RSA avec toutes les allocations en plus, qui vivent d'assistanat, ça ne vaut pas le coup de se lever le matin. Et ça n'est plus possible. Emmanuel Macron va continuer cette semaine ses déplacements en province. Est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'on ne sortira pas de cette crise sans les élus locaux, sans les maires? Oui, je suis très partagée sur les sorties du président. Il mouille sa chemise. J'en ne peux que, bien évidemment, admirer sa performance de passer 7 heures à discuter. Mais à la limite, je trouve que ça n'est pas son rôle. Ça fait trop campagne préélectorale. Et je trouve que c'est un peu choquant. Il reste encore 3 ans. Les maires, bien évidemment, ils ont été... le gouvernement les a trouvés sans aucun problème. Nous, on reste quand même extrêmement choqués par rapport à ce qui avait été dit il y a quelques mois sur Balance ton maire pour quelques-uns qui, malheureusement, avaient été obligés d'augmenter leur taxe d'habitation. Et Bercy avait laissé faire, en fait, ce hashtag absolument épouvantable. Là, comme par hasard, on est bien content de les trouver pour organiser ce grand débat. Là-dessus, moi, j'ai dit à mes maires, je fais bien évidemment énormément de cérémonies de vœux en ce moment, soyez des facilitateurs
de débat, d'organisation de ces réunions, mais surtout pas ni organisateur ni responsable de la synthèse qui va en être faite. Vous jouez carte sur table. Certains ont d'ailleurs des initiatives assez intéressantes de lire les comptes rendus, de les faire valider avant que ça remonte. Mais ça sera au gouvernement de prendre sa responsabilité. Mais c'est vrai que les maires, pour la plus grande majorité d'entre eux, vont jouer le jeu d'organiser leurs débats dans leur ville. Laure Darcos, j'aimerais qu'on en vienne à la mobilisation de ce week-end, mobilisation moindre, côté Gilets jaunes, mobilisation aussi hier des foulards rouges. Et j'aimerais qu'on entende notamment une des manifestantes hier à Paris. On est tous d'accord avec le message des Gilets jaunes qui est on est contre l'injustice, on est contre la justice fiscale, on est contre la pauvreté. C'est très facile d'être contre tout ce qui ne va pas. Mais à un moment, il faut être actif. Et actif, ça veut dire chacun travaille pour essayer que ça aille mieux, en n'étant pas tout le temps en train de réclamer il n'y a qu'un faucon, l'État doit appuyer sur le bouton, il n'y a plus de pauvreté, l'État doit appuyer sur le bouton, il n'y a plus d'injustice. C'est pas aussi simple que ça. À un moment, il faut se bouger et chacun doit faire son morceau de chemin. Et le grand débat est un super moment où chacun pourra exprimer ce qu'il pense être juste. Voilà. Laure Darcos, elle doit aussi se faire entendre, cette France-là. Oui, bien sûr, bien sûr. Et je n'y serais pas allée forcément parce que j'avais un petit peu peur de la récupération politique, mais honnêtement, j'ai vu plutôt des gens spontanément descendre dans la rue pour vraiment défendre nos institutions. J'en ai parlé avec beaucoup de citoyens, j'allais dire entre guillemets lambda. L'image effrayante de notre acte de triomphe et surtout la tombe du soldat inconnu souillé et blasphémé un mois après ces cérémonies du 11 novembre qui avaient été quand même extraordinaires, c'était pas possible. Et donc, ce soulèvement, je trouve, cette manifestation, d'ailleurs, entre parenthèses, c'est assez amusant, c'est la première fois que le chiffre de la police est bien plus élevé que les chiffres donnés dans les médias. Il y avait une petite polémique là-dessus, mais ça n'est pas important. Je pense est très saine parce que elle montre en tout cas qu'une majorité de Français ont envie sereinement de sortir de cette crise tout en respectant nos institutions. Vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron est en train de renverser la vapeur ? En tout cas, il a en tout cas montré qu'il avait encore du ressort. Ce qu'il a compris, je pense, c'est qu'en effet, il ne pourra plus faire sans les élus locaux. Dans son premier gouvernement, le seul qui, finalement, sortait, entre guillemets, des élus locaux, qui était un ancien sénateur, c'est Jacques Mézard. Il n'était très peu entendu. Aujourd'hui, avoir à ses côtés un Sébastien Lecornu ou même un Didier Guillaume qui vient de chez nous, je pense que ça lui permet d'avoir un tout petit peu plus les pieds sur terre. On le voit avec le 80 km/h. Si nous avait entendu et écouté, peut-être qu'on aurait évité ce genre de réforme qui est en train d'être mis en question. Donc, je pense que s'il a entendu de travailler de nouveau avec les corps intermédiaires et notamment les élus et les parlementaires, je pense que du coup, il a en effet de quoi revenir à un quinquennat peut-être plus serein, je le souhaite. Le message est passé, j'aimerais qu'on parle des européennes maintenant. Laurent Wauquiez vient de dire que François-Xavier Bellamy sera bien son choix comme tête de liste aux européennes. François-Xavier Bellamy s'est dit personnellement opposé à l'avortement. Est-ce que selon vous, c'est la bonne personne pour incarner la droite aux élections européennes ? On peut avoir chacun ses opinions personnelles sur la question. Simplement, lui, c'est vrai qu'il a été un emblème, un porte-drapeau pour ces sujets et cette France traditionnelle, catholique. Mais c'est même pas ça mon problème, parce que j'ai beaucoup de respect pour le philosophe. Je l'ai rencontré à plusieurs reprises. Je pense que, comme l'a fait Jean-Christophe Lagarde, je pense sincèrement que c'était à Laurent Wauquiez lui-même d'y aller en tête de liste. Précisément, le sénateur Pierre Charon va proposer demain en réunion de groupe à ce que ce soit Laurent Wauquiez qui conduise cette liste des Républicains aux européennes. Quand on est à 10%, c'est à la tête du parti de conduire cette liste. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est à Laurent Wauquiez de conduire cette liste ? Tout à fait, tout à fait. Dans d'autres temps, les chefs de parti ont eu ce courage. Je pense que c'est le cas. Ou alors on prenait des Européens, enfin des députés européens expérimentés. Je sais qu'en troisième position, ils prennent Arnaud Danjean. Il veut proposer Arnaud Danjean, qui est un type formidable, un député européen extraordinairement convaincant et expérimenté. Ça aurait pu être Geoffroy Didier aussi, pour montrer la jeunesse. À partir du moment où ils sortent du chapeau
François-Xavier Bellamy, je trouve que c'est à lui de politiser un peu la liste et d'y aller. Donc je suis entièrement d'accord avec Pierre Charon, je ne le savais pas. Comment jugez-vous l'action de Laurent Wauquiez à la tête des Républicains ? Il s'est trop enfermé dans un petit cercle très restreint. Moi, j'ai été vraiment dans les premières à être enthousiaste de la création de l'UMP. Je venais plutôt de la famille centriste, en fait, et je trouvais que c'était bien qu'on puisse se réunir et qu'on n'ait qu'une seule famille à droite. On a gagné beaucoup d'échéances en étant unis. La seule chose, là, c'est que c'est trop étriqué. Et ça ne marche pas. Moi, ils m'ont dit, ses proches m'ont dit textuellement, on ira draguer les électeurs du Front National. Mais entre l'original et la copie, on choisit toujours l'original. Regardez les départs de Garot et de Mariani au Rassemblement National, ça ne fonctionne pas. Et donc, c'est laissé pour compte tous ceux qui, comme par exemple Valérie Pécresse, qui reste dans la famille, Bruno Retailleau. Je pense que nous avons à essayer de pouvoir tolérer, respecter des pensées un petit peu différentes, des voix différentes. Quand on dit qu'on est soi-disant gênant quand Valérie Pécresse s'exprime librement, mais à l'UMP, quand c'était Nicolas Sarkozy, tout le monde avait le droit de s'exprimer. Donc je pense qu'il a tort de vouloir s'enfermer. Laure Darcos, j'aimerais vous entendre sur les grands sujets sur lesquels vous travaillez, que vous connaissez très bien, c'est l'école, l'enfance. Un secrétaire d'État à l'enfance a été nommé vendredi, le député En Marche Adrien Taquet. Il va dévoiler aujourd'hui sa feuille de route sur ce sujet. Est-ce que c'est une bonne chose? Tout d'abord, est-ce que vous saluez cette nomination? Oui, tout à fait. Alors après, pour avoir été un peu aguerri sur les places et sur les compétences des uns et des autres, je pense que bien évidemment, il aura à travailler de concert, bien évidemment, avec Jean-Michel Blanquer, qui reste avant tout ministre de l'Éducation nationale. Donc, en effet... C'était la bonne personne, Adrien Taquet, vous le connaissez? Je ne connais pas du tout. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait comme travaux avant sur ce sujet-là. Je pense qu'il aura aussi à travailler avec Madame Cluzel, Sophie Cluzel, qui s'occupe du handicap. Parce que moi, un de mes combats, c'est bien évidemment l'inclusion de tous les enfants atteints de handicap au sein de l'école. Et donc, j'espère qu'il suivra tous ces sujets-là. J'espère qu'aussi, il suivra bien évidemment le problème des violences faites aux enfants. On avait fait un texte à l'automne dernier qui avait été extrêmement fort. Donc voilà, simplement, j'espère que cette articulation intergouvernementale se fera bien évidemment au profit de ces enfants. Laure Darcos, vous êtes